Alors, j'ai la douloureuse tâche de démarrer. Souvent, c'est le plus dur. Donc, je me présente, je m'appelle Emmanuel Papadiachi. Vous n'allez pas m'écouter ce soir. Voilà. Mais je suis le directeur général délégué du village Baïséa, le lieu où vous êtes aujourd'hui. Et je voulais juste prendre la parole 2 minutes pour vous dire que j'étais extrêmement ravi de pouvoir vous accueillir et que cette conférence ait lieu ici. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, le thème de la conférence, donc femmes et climat, en fait, résonne énormément au village Baïséa, parce qu'il se trouve qu'au village de Paris, donc, nous, on est un accélérateur de start-up. On est le plus grand accélérateur de start-up en Europe. Hein. On accompagne 1000 start-up dans 48 lieux différents en France et à l'étranger. Et en fait, une start-up sur deux en France est à impact. Parce que les entrepreneurs de la tech, en fait, se sont dit, via l'entrepreneuriat et via la technologie, on va pouvoir en fait aller un peu au-delà des bonnes volontés, des démarches personnelles, associatives et voilà, l'engagement qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de startups qui prennent ce levier aussi, parce que les acteurs traditionnels en fait regardent ce secteur de façon voilà, un peu différente qu'un secteur classique. Et voilà, donc c'est un sujet qui parle énormément aux entrepreneurs du village. Certains sont parmi vous, là je les salue. C'est pour ça que je suis très content de pouvoir être là et de vous accueillir. Et le second point, j'aimerais déclarer mon petit amour pour la fondation Grameen Créa École. Alors moi, je suis d'une formation. Alors, je travaille. Non, mais vraiment, vraiment, parce que en fait, moi, je suis un pur banquier et je bosse dans la tech depuis 15 ans. Et en fait, je suis passionné d'innovation. J'ai un doctorat. Enfin, j'ai fait de la recherche, etc. Donc c'est un sujet qui me passionne depuis voilà, mon adolescence, etc. Et dans le secteur bancaire, il n'y a quand même pas 36 personnes qui ont inventé une innovation qui impacte des centaines de millions de personnes dans le monde et qui ont eu un prix Nobel. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas 36. Et le seul que je connaisse, c'est la microfinance. Et voilà, Mohamed Younous et la Grameen. Et c'est vrai que je suis extrêmement fier d'appartenir à un groupe qui a créé une fondation avec la Grameen Bank. En tout cas, ça résonne vraiment dans ce lieu de personnes qui veulent inventer le monde de demain. Et ce que je souhaite, c'est que les 132 entrepreneurs ici aient la même destinée que Mohamed Younous et la Grameen, et qu'il y ait voilà, plein de fondations qui se créent à travers le monde sur le sujet. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long que ça, sinon je pourrais tenir des heures, et ce n'est pas du tout le sujet. Voilà. Donc, bienvenue au village Baïséa. Bienvenue pour vous hybrider avec les start-upers. N'hésitez pas pendant le pot après voilà, à parler avec eux, etc. Et sans transition aucune, comme on dirait dans le journalisme, Véronique, je vous passe la parole pour la suite de la conférence. J'ai mon micro? Non, je suis là. Merci, merci beaucoup. C'est une intro très sympa et je vais appeler avec moi mes deux camarades, que sont Maud et Camille. Ah voilà, alors, parfait. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais chaleureusement vous remercier pour être avec nous ce soir. Vraiment, c'est un vrai plaisir de voir vos visages souriants, ouverts. Beaucoup de femmes, hein, je me suis fait cette réflexion, mais pas que. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous. Pour ce sujet qui nous tient à cœur, à toutes les trois, qui est effectivement comment, grâce à l'empowerment des femmes, comment, grâce à l'émancipation des femmes, on peut résoudre beaucoup de choses dans le monde, et notamment les transitions climatiques. Et avant de commencer, je voudrais remercier nos intervenants. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Claudia McKay du SIGAP, qui va nous faire une conférence absolument passionnante sur les femmes et le climat, justement, et qui va ouvrir juste après nous cette conférence. Nous aurons ensuite un panel que tu animeras, Maude, avec notamment Pourvi Bafsar, j'espère que je n'écorche pas son nom, Pourvi Bafsar, qui est cofondatrice de PAAL. Merci pour d'être avec nous ce soir. Et donc, elle nous vient d'Inde, donc merci d'être là. Et puis, nous avons aussi Tanguy Caquin de Crédit Agricole CIB, et puis, bien sûr, Aïssa Maïga, que j'ai déjà saluée, et je suis très honorée également d'avoir avec nous. Alors, avant de démarrer, je voudrais juste vous parler de la manière dont on s'est rencontrées toutes les trois, puisqu'effectivement, j'ai à ma droite Maud Savary-Mornay et j'ai à ma gauche Camille Huret, qui sont toutes les deux femmes entrepreneuses. Et donc, quand on s'est rencontrées toutes les trois, on a évidemment parlé de femmes. Et en fait, on faisait toutes les trois le même constat, c'est que tout le monde, et nous les premiers, à Grameen Crédit Agricole, on parle des femmes comme des statistiques. En fait, on est très fiers de dire que nous servons 80% de femmes avec nos financements de microfinance. Et on répète ça à l'envi, et on en est très très fiers.
Donc en fait, on s'est dit, mais finalement, nous tous, dans notre profession, nous comptons les femmes, mais nous ne comptons pas sur elles. Parce que finalement, les femmes, c'est une formidable force de mouvement, c'est un formidable levier de transformation pour le monde. Et on est parti de là et on s'est dit, et notamment dans les questions de transition climatique, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on donne le pouvoir davantage aux femmes, pour qu'elles fassent bouger, tout à leur échelle, beaucoup de choses, notamment pour 3 choses essentielles pour le climat, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie propre et évidemment l'agriculture durable. Et sur ces 3 dimensions, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire toutes les 3 avec ce qu'on fait par ailleurs? Donc on a uni nos forces et on s'est dit, on va faire un fonds. Ce fonds, ça va être un fonds de dette, et tant qu'on y est, on va faire un fonds à 100 millions, parce qu'il faut que ce soit sérieux, cette histoire. Donc 100 millions d'euros, et ce soit un fonds ambitieux, 100 millions, aujourd'hui, à l'époque trumpienne, il faut y aller. Hein. Donc 100 millions d'euros, et aussi ambitieux parce qu'en fait, on veut faire bouger vraiment les choses en partant du terrain. Et ça, elles vont très bien en parler toutes les deux, parce que ça leur tient à cœur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est développer une finance de proximité. On ne croit pas, finalement, à l'intervention de grands programmes macroéconomiques. Ce qu'on pense, en fait, c'est que tout va se jouer sur le terrain, au plus près, en proximité, dans les territoires. Parce que justement, les femmes, elles sont en première ligne dans ces territoires. Elles ont adapté, elles ont connaissance de stratégies extrêmement intéressantes. Mais simplement, les femmes aujourd'hui, dans ces territoires-là, et je vous parle de l'Afrique, bien sûr, qui est très chère à notre cœur, à Grameen Crédit Agricole, mais aussi je vous parle de l'Asie du Sud-Est. Et en fait, dans ces territoires-là, les femmes, le plus souvent, elles sont sous-financées, sous-investies et sous-représentées. Et donc notre rôle dans ce fonds, et on vous parlera de ça plus tard, je n'en dis pas tellement plus, mais notre rôle dans ce fonds, c'est d'apporter des financements à des entreprises, à des institutions de microfinance qui s'intéressent vraiment aux femmes, qui vont faire des produits et des services dédiés aux femmes dans ce contexte d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie et d'agriculture durable, et puis qui vont donner aussi la parole aux femmes en ouvrant leur gouvernance aux femmes pour que ça change vraiment. Parce que nous 3, on est persuadés, in fine, que l'émancipation des femmes peut faire changer beaucoup de choses pour le climat et pour le reste, pour les progrès de tous. Donc merci et bonne conférence. Merci Véronique pour ces quelques mots qui nous touchent beaucoup. On est très heureux de partager ce moment avec vous. Et pour lancer la conversation, j'appelle Claudia Maquet, qui est la spécialiste de la finance climatique au SIGAP, pour venir nous faire une présentation. Merci Claudia. Hello, everyone. I am sorry that I'm going to be doing my presentation in English, and I will try to keep it slow for the translation. But what a beautiful welcome. Thank you so much. And I feel like we could end. You know, that sounds like a perfect vision, and SIGAP is on board, and we really want to support and be part of that. So I'm even more excited to join you today. I work for SIGAP. And we work with financial service providers and policymakers and funders to make financial systems more inclusive. We're housed within the World Bank, and we call ourselves a think and do tank. So we come up with ideas, and we try to figure out solutions, and then we work with partners to really test ideas and see what can work and what can't work, and then share that more broadly. And over the last few years, we tend to work on, or we want to work on, cutting-edge topics. We've really been thinking about how can we make sure that women are not only protected from the climate crisis, but are empowered to lead adaptation? A lot of the talk around women is around, you know, as victims, and they are disadvantaged in many ways, but we also see them leading adaptation on a daily basis. So I think this is the perfect venue to kind of share some of our ideas and thinking and why we think this is so important. So increasing displacement, crop failure, water stress, these are no longer abstract headlines. You know, this is the reality now for many communities and countries around the world, and no one is spared. I'm from Los Angeles, and my sister lost her home a few months ago. And so this is now, you know, the new normal that we are all living in. And for millions of women, climate change really means their lives have been upended. Their fields are no longer yielding what they used to. Their livelihoods have changed, or kind of what they've
traditionally done is no longer working. And women are already making adaptation decisions on a daily basis. They are often the ones who are collecting water, who are managing food for their families, who are juggling incomes. Oftentimes they're the ones who are diversifying incomes from their husbands or the primary breadwinners. And they do a lot of risk management for the household. So oftentimes women are really the ones who are kind of trying to lead their families and their communities through this and figuring out what the solution can be. But they're more vulnerable than men when it comes to water collection or firewood collection or displacement. Women and girls are disproportionately have a higher burden than men. So financial services could be an important part of the toolbox for women, but too little finance and too little support is actually reaching women. So we have so many discussions as a global, as we lead up to COP or in the global policy dialogues around which countries are giving how much money to climate action. And what mechanisms are they using and how much money are they giving? And is it the loss and damage fund or is it something else? And those are really important discussions to have, but there's so little attention paid to where that money actually goes and to what's happening at the other end and how is that money actually being channeled and is it reaching local communities who are doing the adaptation? So local communities right now are receiving less than 10% of climate funds and less than 2% of climate targeted funding targets women. So this is just, there's a lot of attention paid to who's giving the money and how much, and so little on how to actually make sure that money is reaching the communities who are doing adaptation. So if we care about meaningful, scalable adaptation, we have to also really focus on who is getting the money at the other end of the climate financing, and how do we channel more of that to local communities, and especially to women, who we know are agents of change. So we know that adaptation happens at the local level, in small businesses, on farms, in households on a daily basis, but it only works, the people who are doing this adaptation need financing to unlock opportunities and to really kind of seize kind of the moment and to make the changes they need. Now, financial services, we believe, is really one of the solutions to this problem. And the best way to actually put climate money into the hands of those who need it most is really to use inclusive finance. Because at its heart, climate change brings risk, it brings disruption, it can also bring some opportunities. It definitely can also bring some opportunities. When financial services are well designed, they can really help to transform that risk into resilience, that disruption or change into adaptation, and that opportunity into a just transition. Now, because I know this is being translated, let me just define the terms a little bit the way that I'm using them. So resilience, the way I'm using it, is really the ability to bounce back after a shock. So, climate stress or shock has happened. Resilience is about how do we help people to recover quickly and to kind of get back to normal or to kind of recover. Adaptation is around the change, the longer-term change that's needed to make an adjustment based on the climate changes that are happening. So that might be, needing to change the type of farming that's done, or it might mean migration to a different city, or to higher land, or to changing your housing to be higher up or away from a river. And just transition, or the opportunity side, can also be around some of the new technologies, the green technologies that are now available, the solar pumps and the clean cook stoves and the solar irrigation systems, that there are a lot of new technologies that people can take advantage of, which can save them money and are healthier for them. So what does financial services look like in this context? For resilience, it could look like having access to a savings account to save for a dry season. For adaptation, it can look like a loan
to get access to drought-resistant seeds, a new type of seed variety, so that your farming is more secure. As I mentioned, for kind of opportunity, it could be a loan to get a clean cook stove or a solar irrigation system. So finance is really the enabler that can kind of, touch all of these things. And the good news, and many of you in the room have been a part of this, is that we don't need to build something entirely new. We already have an infrastructure and an ecosystem of inclusive finance that has been built up over decades that is reaching the last mile. In developing economies, there are now 1.8 billion mobile money accounts. Most of these are going to low-income or mass-market people. And today, 7 in 10 women in developing countries do have access to a financial account. These numbers were very different 10, 20 years ago. So the fact that we've come so far means we have an ecosystem that we can leverage to really take advantage of what we have to kind of bring climate finance to people and to women in particular. There are over 5,000 MFIs, cooperatives, fintechs that are actively figuring out and actually are serving at scale low-income women, and some of you are in the room today doing that. So I think the question is what support do they need, and how can we help them to really evolve their systems to meet the climate crisis? And by the way, these numbers are 3 years old, and the new Findex comes out in a matter of weeks, and then we'll see how much further we've come. But hopefully we'll see even more progress on these. So what happens when financial services are designed with customers in mind and with climate realities in mind? So these are just two anecdotes, but not anecdotes, evidence points. CGAP has developed an Impact Pathfinder, which is a website that really just collects evidence, including on climate, including on women, where you can really see across many studies where is the evidence pointing, where is there a positive correlation or a negative correlation. And for climate adaptation, it is a very positive correlation to financial services. So in Bangladesh, for example, farmers who, with pre-approved access to emergency loans, achieved 36% higher yields because they were more comfortable farming more land and taking more risk. They knew that if a flood came, they had easy and immediate access to an emergency loan. And those who were flooded were able to recover without having to cut consumption. In a way, it kind of works like insurance, except customers seem to like it a lot more because you don't have to pay for the product unless you actually need it, versus insurance is always a struggle because you pay premiums, even when the risk doesn't come. So this is something that we've seen, and we're kind of working with MFIs and other places to build this into their loan portfolios. But insurance also is a great product. In Kenya, households with insurance were 96% less likely to sell assets during a drought. So we know these are just 2 points, but financial services can really make a difference to support households. One thing that I think is unfortunately something we have to really understand is that there is a lot at stake, and that business as usual, if we don't do anything, is actually going to go backwards. In 2022, Pakistan, you may remember, experienced devastating floods. 1/3 of the country was submerged underwater. 33 million people were affected. And it wasn't just lives and livelihoods, it was all the infrastructures. You see in a picture like this, the roads and the schools and the bank branches and the agents and the loan portfolios. And so at a time when people most needed financial services and this infrastructure, that was actually when they were faltering. And so CGAP worked with the Pakistan Microfinance Network a few years on. We knew for the next year after the floods, they were just focused on survival and recovery. But we wanted to know, now it's a few years after, what has been kind of a longer-term impact from the floods. So we surveyed 15 of the leading MFIs,
And we found that 47% had reduced lending, so this is kind of long-term, 3 years after, in some districts. 20% had stopped lending in some districts altogether. They just said, we can no longer do anything in this entire province or this entire district. And 40% had reduced lending to certain sectors, especially livestock and agriculture. And in Pakistan, the formal participation of women in the labor force is very low, and so many of them tend to work, livestock and agriculture. And these are the areas where there was a big retrenchment. And many branches were permanently closed or never opened that had been planned to open due to climate risk. So this is evidence of how climate risk is already reshaping financial inclusion, and not in the direction that we want. So what happens now? We're talking to a lot of MFIs, a lot of providers about this, and we see that everyone is making a choice in one way or another. And sometimes it's a very deliberate, proactive choice. Sometimes it's a reactive choice. But some of them, as we just discussed, are avoiding risk, and they're retrenching because it's just too risky and they don't have the tools and the resources, as I just discussed in Pakistan. A lot of them are still kind of doing business as usual and kind of crossing fingers, knock on wood, let's hope it doesn't come to me, anytime soon. And we're just kind of continuing, and we're aware of it, and we think we should be doing something, but we don't know what it is. And so we're continuing with business as usual. Many of them have gone into some form of green finance. So whether that's loans for the clean cook stoves or solar panels, or whether it's transforming their own portfolio to SMEs to try to lend to kind of green businesses, they're doing some level of green finance. And finally, some are actively trying to pursue financial services for customer adaptation and resilience to climate change. But we see that this is the biggest risk, but we also see a big opportunity. But what we hear again and again from MFIs is that this last one, of course, is where they just need a lot of support. They need capital, they need technical assistance. No one has the answers. CEAP has been working on this for several years, and we're figuring some things out. But the MFIs and many of the others, this is where a lot of support is needed. So we are at a crossroads, and I'm really inspired that you have come together today to talk about this topic, because climate change is going to reshape financial inclusion one way or another. That's already happening. In some markets, as we saw, it's already causing providers to pull back. But it doesn't have to go that way. And I think the choices that we make now and how we allocate our capital and our technical assistance is what's going to determine a few years from now whether women in particular really are able to take advantage of the adaptation opportunities that they have. I think now is the time when we really need to lay the groundwork and do the work to kind of move in that direction. So one of the things CEAP is doing to continue to learn is we have a business accelerator called Abera, and we're doing this together with a partner, IDH in the Netherlands, that is focused on women, climate adaptation, and inclusive finance. And we are testing early stage models and working with financial providers and agricultural providers to test different models and different businesses and try to figure out, of course, what works for a woman, but also what works for the businesses to make them viable and hopefully soon investable, by bigger investors. So we're starting small. You can see a few logos here. We have 5 businesses in the first cohort, and we're experimenting and trying to figure out how to do this. But we've launched a few weeks ago our proposals, call for applications for the second cohort, and hasn't even closed yet, and we have 230 applications. So clearly the demand is there, and there are many providers who are really trying to figure this out and want the support and want the help to do this. So one example, some of you may have heard of Sistema Bio. This is one of the providers in our cohort in Abera. And they provide biodigesters to rural households in Kenya and India.
turning animal waste into clean cooking fuel and organic fertilizer. And I visited them a few months ago. And for women farmers, this means less time collecting firewood, healthier homes, and also a lot of the women told me that they appreciated having more income because they were actually able to sell the fertilizer. So not only is it kind of helping them in their own businesses or in their own homes, but actually they had a new income source and they were able to sell some of this fertilizer. And they're doing it through financial services, through loans that are making the technology affordable and accessible. So this is just one example, but we really want to build Abera not to scale it ourselves, but to learn, what does it make to, how do we make sure that climate adaptation is profitable? How do we help these businesses see kind of how to be investable by other investors? So I don't think any of this is new to you in the room in terms of what's needed now. I'm not an expert on impact investing. You are. But I think that the challenge I'd like to put in front of you today is to really take that same level of rigor and ambition that has helped us build the financial inclusion world that we have out there and many adjacent sectors, to really apply that to this next frontier of climate adaptation and climate resilience, especially for women living at the last mile. And as I said, providers want to do this, and they really need the support, the risk sharing, the support for delivery at the last mile, focus on outcomes, not just access, and of course, patient capital, to really figure this out and to build the momentum. So I don't think we need to reinvent the tools, but really to see this segment and this crisis as an opportunity, and to know that we have an important role to play. So the crisis is growing, but I believe that the solutions are also growing and emerging, and it's time to get serious about building inclusive adaptation. I think that the women who are really driving adaptation are already doing the hard work, and what they need is a financial system and investment partners that are really able to come alongside them and help them grow and help them kind of meet them where they are to meet this challenge. So thank you very much. J'ai un petit doute, c'est à moi, hein. Donc Maude. Maude va nous présenter maintenant le panel, hein, et puis je vais vous introduire les participants à ce panel, je vais les appeler à moi. Donc j'appelle Pourvi Bafsar, que j'ai présenté tout à l'heure. Merci Pourvi de me rejoindre. Donc Pourvi, je vous rappelle, est cofondatrice de PAAL, qui est une très grande institution de microfinance en Inde. Et donc elle est venue spécialement pour nous. Merci Pourvi. Je vais appeler Camille Euret, que j'ai présentée tout à l'heure, et qui est donc cofondatrice du Women Empowerment for Climate, mais également de Beyond Finance. Je vais appeler Tanguy Claquin, qui est donc responsable senior de la banque de développement durable au sein de Crédit Agricole CIB, et puis Vincent Brousseau, mon camarade, à Grameen Crédit Agricole, et qui est responsable du développement client et innovation. Et je m'en vais parce que vous n'aurez pas de place sinon. Bonne conférence. Alors, je suis absolument ravie de modérer ce panel consacré donc à femmes et climat. Et on l'a appelé en fait la nouvelle frontière de l'impact investment. Et en effet, hier, c'était la journée de la Terre, ce qui était un très bon rappel des défis permanents auxquels la planète est confrontée. Mais en fait, c'est aussi une invitation, et Claudia d'ailleurs l'a bien rappelé, une invitation pour tous les investisseurs, et notamment les investisseurs à impact, d'imaginer les solutions qui vont permettre de mobiliser des capitaux pour ces solutions climatiques. Alors, on a beaucoup parlé des challenges auxquels les femmes font face. Là, on va vraiment parler dans ce panel des solutions. Et en particulier, comment on peut s'appuyer sur les femmes pour imaginer et développer les solutions de demain, les solutions qui vont en fait contribuer à
atténuer les changements climatiques. Alors, Claudia nous a rappelé que les femmes étaient en première ligne pour faire face au changement climatique. Et en effet, elles sont en fait plus vulnérables, car elles ont moins accès à des ressources financières, moins accès à l'éducation, et elles sont pourtant en fait en première ligne quand il s'agit de collecter de l'eau ou de travailler dans les coopératives agricoles. Alors je vais me tourner vers Purvi, qui est donc la fondatrice d'une grande institution de microfinance en Inde. Et Purvi, quand on a préparé ce panel ensemble, tu m'as dit, mais en fait, il y a eu un moment qui m'a vraiment fait prendre conscience des risques climatiques et de l'impact que ça avait sur l'institution, sur mes clientes et sur le portefeuille. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? En français. Micro. C'est le micro contaminé, celui-là. Yeah. Thank you. Thank you for this opportunity. I'm so grateful to be standing here and talking on the other side of what we just saw in the presentation, how the institution stopped working when there was a flood. And those of you who are interested, and I was telling this to Vincent, that just the extension of the same example of the floods in Pakistan, please search monsoon brides on Google, and you will find what exactly happened to the customers and the woman that we are talking about. So while we do keep talking about what happened to the institution, some of them chose to close down, some of them restricted their business. But actually what happened to the client was, there's a new phenomena that started where the girls are getting married very early. And the story is about, the girls getting or being forced to marry at about 12 and 15 years of age because of the safety and security issues. When situation like this, it is not safe for the girls to be out. And parents often, sort of get into an arrangement where they get some money, when the girl is getting married into some family, which can help them rebuild all the assets that they have lost. That is the extension of the story that we just saw. And while I was sharing my experiences and what is the impact of climate on the clients, I'll just quote one example or the experience that we as a microfinance institutions had. Was a very small village or a small town in part of India, which is where we have our branch office, and we were doing extremely well even during the Corona time. Our recoveries were like 100%. Nobody defaulted on their repayment even during the most difficult time. Suddenly, after 2 years of Corona, one particular month we started seeing a lot of default. And no big reason that was there in the newspaper, no earthquake, no drought, no abnormal rains. But suddenly we saw there was a change in the repayment pattern. And when I got into details, and actually when I visited that place, I realized that it was because the water levels had gone so down that there was no water available in that town. And for months, the women were trying to bring water from the nearby places. But when it became almost impossible for them to bring the water, a lot of them migrated. And that's when our repayment started getting impacted. And this is even without anybody noticing that change. And that was the trigger for us as a microfinance institution which was predominantly focusing on creating the livelihood, to start noticing the change happening around us and how we can really help our customers. So the one way is you shut the branch and you stop funding. But the other way is you try and figure out how you can manage the risk and how you can be with your customer when they need you the most. And similar such examples during the floods, parts of India, the flood is a regular event. And it is like they plan for floods. They keep 1 month repayment amount aside, they keep their food aside, and literally the villages, so many villages, they are compelled to live on the highways because all their houses are submerged like the ones that you saw. So where do they go and live? So they live on the highways. They build temporary houses,
And that's where our customers, the safety and security, the abuse, the violence, all of those instances would go up substantially. So those are the kind of impact the climate will bring, particularly to women, apart from all the health and hygiene, menstrual hygiene. They will be required, mostly woman is a caregiver in the family, so when they're on the roads, they can't go and work, they have to stay back and look after their kids, they have nobody to reach out to, the health issues become much more pressing for them. So these are the kind of impact that the climate will have directly on the customers. And as institution, I think very rightly presented that, we always often have to choose whether you want to be by the side of your customer when they need you the most, or you want to stay alive as an institution. So, if you're overly funded, you might end up losing a lot of your portfolio, and then how do you, stay afloat, and how do you continue to work for the same set of customers? So there are a lot of options and a lot of things coming up, like, for example, something where the insurance is available now for the microfinance institutions in India. So those are the kind of things that is now coming, and Merci Purvi. Enfin, je pense que c'est une excellente illustration. Le changement climatique, c'est maintenant. Ça a un effet sur des business models qui sont en fait extrêmement résilients par nature, comme les institutions de microfinance. Et néanmoins, ça touche les portefeuilles et les institutions de microfinance. Et en même temps, Claudia Maquet nous a dit qu'en fait, qu'il y avait moins de 2% de la finance climatique qui visait les femmes et moins de 10% de cette finance climatique qui avait la capacité de trouver des solutions pour les communautés locales. Donc on est vraiment face en fait à un gap structurel. Et en particulier, on s'aperçoit dans l'impact investment que les investisseurs ont tendance à sous-valoriser certains secteurs. Et là, je me tourne en fait vers Camille. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur les secteurs qui sont en fait sous-investis et qui pourtant bénéficient aux femmes et à la résilience climatique. Oui, alors effectivement, les raisons sont multiples. La première que je citerai, c'est que déjà l'investissement pour les femmes et l'investissement dans le climat fonctionnent en silo. Quand on regarde les portefeuilles des compagnies d'impact investment, quand on finance la microfinance, on touche disproportionnellement les femmes, et ça c'est très bien. Après, quand on finance les banques de PME, il y a beaucoup moins de femmes. Quand on regarde la finance climat, comme disait Claudia, on est à moins de 2% de la finance climat qui va vers les femmes. Quand on parle d'agriculture soutenable, elles sont extrêmement peu représentées aussi. Il y a une autre raison, c'est que en fait, ces secteurs peuvent être considérés comme plus risqués. Il y a moins de track record, on les connaît moins que la microfinance, etc. Or, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement de profiter de l'incroyable présence des institutions de microfinance auprès des femmes, donc leur capacité à vraiment les servir, pour utiliser cette présence pour pouvoir donner accès aux femmes aux solutions de résilience climatique dont elles ont besoin. Et avec quelque chose de très important qui nous tient à cœur, c'est d'abord de demander aux clientes ce dont elles ont besoin. Il n'y a pas une solution qui est vraie pour toutes les géographies, même dans un même pays. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de compagnies qui ont des solutions. Alors on a parlé de Systema Bio, Claudia nous l'a mentionné tout à l'heure, qui fait partie de nos prospects. Il y a des solutions de pompes solaires, il y a des solutions d'irrigation, il y a des solutions d'accès à l'eau, qui, elles, de leur côté, nous disent on a des difficultés, on est très conscient que les femmes ont des besoins, et on a des difficultés pour les atteindre. En réalité, pourquoi ? Parce que les femmes sont souvent dans des secteurs informels, elles ont des problèmes de transport pour aller justement chercher ce dont elles ont besoin, et elles ont des problèmes de financement. Et donc, beaucoup étaient très intéressés par le fait qu'on puisse les accompagner justement pour designer des produits, que ce soit en termes d'ergonomie, en termes de distribution et en termes de financement, qui pouvaient leur permettre d'atteindre les femmes dont ils sont parfaitement conscients, un, qu'il faut les aider à survivre, et deux, c'est un marché pour eux aussi, et ils veulent l'atteindre. Merci Camille. Et justement sur ce point, je vais redonner la parole à Purvi, parce qu'en réalité, ce que l'on décrit, c'est une prolongation d'actions qui existent déjà sur le terrain. Et justement, Purvi, dans l'institution de microfinance que tu diriges, il y a déjà des initiatives pour les femmes et la résilience climatique. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Sure. So Systema Bio is something that we have piloted. We have started funding Systema Bio for our customers. Very useful actually, because for a smallholder farmer that gives them that they need not go out and buy the fertilizer. It is almost enough for them, and they also don't need to pay for the cooking gas because they generate enough gas, for the household requirement that they have. Couple of things that we have already piloted, and we are in process of scaling it up. Something that we have tied up with a agri-tech company, because we see partnerships in this particular space as one of the most important and game changer idea, where we are a microfinance company, but if we collaborate with agri-tech or edu-tech or water-tech or insure-tech, we can reach out to more customers and we can scale up some of the good initiatives very quickly. So one of the things that we have done is we have tied up with an agri-tech company where they provide good quality seeds, because the quality of seeds often is fake, and that leads farmers into big losses. So the good quality, the climate friendly, the drought resistant seeds that we fund, and they create a sort of a package. So for 1 acre or 2 acre of land, how much seeds and pesticides and fertilizers are required. So the package is created and it is home delivered, because a lot of these geographies, we are also seeing a trend of women farmers where the land is not enough for the family to survive, and hence the husband or the son has already migrated to a city, and woman will stay back and she is taking care of the entire farming. So for her to go and manage buying and manage the funding becomes a bit of a challenge. So we have tied up with this agri-tech company where we are doing home delivery of the entire package for the farmers, and this also comes with the agri advisory. So they do soil testing and they also advise them on what they should be doing and what they shouldn't be. We also have dedicated branches for funding the cattle, because cattle is a good plan B in case if something goes wrong, because we are heavily dependent on agriculture, but we have a fairly strong economy on milk and milk products and the cooperatives. So if we fund the cattle and we also add the insurance, which as a fact, the cattle insurance would be like 3 times more expensive than the human life insurance. So most customers would generally don't want to buy it. So we create a bundling. So along with cattle, we also add the value of insurance in the financing, and then it becomes a little more affordable. So that is the other thing that we are doing. Then we do extensive work on water and sanitation, because often a woman suffers for the lack of the basic facilities that they are supposed to be having in their house, whether it is clean drinking water or proper toilets. Not just from the safety point of view, but also because people falling sick for the lack of these facilities, and they need to stay back, or they go long distances to fetch water. So something on the water and sanitation. And last, we are doing extensive work on the basic housing. And housing does not mean we fund buying a new house or building a new house, but it is about building the roof in the house or having walls in your house. So those are the kind of things that will sustain them when there is a cyclone or there is a heavy rain. At least the family will be able to survive. So those are the kind of initiatives that we are funding, and this is, and of course, a lot of work on education, because we also want to make sure that the next generation at least has some more education and they are more, they are able to do something on their own. So all this portfolio, I think close to about 35 to 40% of our portfolio goes towards all these objectives already. Non mais merci Purvi, c'est très éclairant en fait. En fait, ce que l'on voit, c'est que les solutions sur le terrain existent déjà. En revanche, ce qui paraît très clair aussi, c'est qu'il faut accélérer ce processus, à la fois du côté des institutions de microfinance, mais aussi du côté des investisseurs, et trouver des solutions en fait innovantes pour accélérer ce mécanisme. Et là, je me tourne vraiment vers les spécialistes de l'investissement, à la fois côté institution de microfinance, mais aussi côté investisseur. Vincent, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a prévu de faire en fait avec le fonds Women Empowerment for Climate pour justement accélérer la mise en œuvre de solutions sur le terrain de la part des institutions de microfinance? En 4 minutes.
En 3, si tu peux. Alors, j'ai rien préparé, évidemment. Permets-moi, Maude, juste, je veux déjà remercier de nouveau Purvi d'être venu depuis l'Inde. Et nous, on est très contents à Grameen Crédit Agricole que vous puissiez écouter comment une entrepreneuse qui a fondé, qui est fondatrice de PAL, cette institution de microfinance indienne, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a été capable de développer comme solution d'autonomisation des femmes sur les enjeux d'adaptation climatique et même au-delà. Et je peux vous assurer que Purvi, parmi les femmes entrepreneuses qu'on connaît dans notre secteur, elle est d'un courage sans limite et elle ne cède rien sur, avant tout, la mission de PAL, même quand des étudiants de l'INSEAD lui font des business plans en lui montrant qu'elle va gagner plein de millions d'euros à horizon 5 ans. Et puis, merci Claudia d'être là, parce qu'on partage, et je le dis, je te le disais tout à l'heure, à Grameen Crédit Agricole, on partage totalement la vision du SIGAP sur le fait qu'il faut engager beaucoup plus avec l'inclusion financière sur des enjeux d'adaptation climatique, mais aussi d'autres enjeux. Et on partage aussi la conviction que c'est le moment non seulement parce qu'il y a des crises climatiques, sécuritaires, économiques qui sont de plus en plus dévastatrices, mais aussi c'est le moment parce que il y a de la donnée. En fait, il y a des innovations, les institutions financières se sont digitalisées, elles ont de la donnée client et de la donnée cliente sur laquelle on est capable de capitaliser. Déjà elles-mêmes, il y a aussi tout un tas de prestataires maintenant dans le marché qui sont capables, avec cette data, de faire des sondages de clientes, d'aller poser la question aux femmes de quels sont leurs besoins et de les remonter pour qu'on puisse concevoir des stratégies d'accompagnement, de transformation d'institutions financières adaptées. Et donc, merci beaucoup à toutes deux d'être avec nous. Ensuite, je pense que c'est important, je te jure, je ne vais pas être long. Voilà, c'est important d'être précis quand on veut avoir de l'efficacité. Voilà. Et nous, Grameen Crédit Agricole, c'est vrai qu'on, voilà, historiquement, on faisait beaucoup de mathématiques, on comptait beaucoup les femmes dans nos portefeuilles, les zones rurales, mais en fait, on veut passer des mathématiques à la précision et se dire qu'on veut travailler sur 3 secteurs qui sont essentiels pour l'adaptation climatique des femmes. C'est une façon d'être précis. Voilà, l'agriculture durable, l'accès à l'énergie propre, l'accès à l'eau propre. On pourrait même vous expliquer ce qu'on va aller chercher sur chacun de ces secteurs, mais être précis, ça permet d'aller poser les bonnes questions aux femmes bénéficiaires, ça permet de nous poser nous-mêmes la question de quels sont nos besoins en expertise, et ça permet de construire des stratégies de financement. Et last but not least, voilà, ça permet aussi d'élargir l'univers d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des institutions financières, mais il y a aussi des PME qui sont engagées dans ces secteurs-là, des PME qui ont des femmes entrepreneuses d'ailleurs, des women-led business, comme on dit, mais aussi des PME qui parfois travaillent comme Systema Bio avec des institutions financières. Et donc travailler avec les deux, c'est aussi travailler localement à la résilience des territoires et de façon parfois complémentaire. Donc ça, c'est être précis, c'est un premier enjeu. Le deuxième enseignement qu'on a chez Grameen Crédit Agricole, de 15 ans de travail et d'engagement dans la relation partenariale, c'est justement qu'il faut fixer un cadre partenarial avec nos clients. Fixer un cadre partenarial, ça veut dire mettre en place des financements qui donnent rendez-vous, voilà, avec notre client partenaire sur sa performance extra-financière. Donc nous, on appelle ça des KPI Linked Loans ou des Sustainability Linked Loans, mais qui sont en fait, dans le temps, des indicateurs de performance, climat ou femmes, ou les deux en même temps, et qui permettent de se donner rendez-vous à des moments de la relation partenariale, dans le temps, de voir comment le client a performé, et s'il a performé, alors de lui donner une rétribution, voilà, d'indexer la rémunération de ce prêt, de la baisser en fonction de la performance extra-financière. Et structurer ce type de financement, c'est déjà au moment du financement, engager de façon sérieuse et rigoureuse avec le client partenaire sur quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il vise, quelle analyse de marché il faut faire, comment on peut sonder les femmes sur une innovation produit ou une innovation de financement. Et enfin, et c'est là que ça va faire une transition avec Tanguy, il faut de l'argent. Voilà, il faut embarquer de l'argent parce qu'on ne lève pas un fonds de 100 millions qu'avec de l'argent public, ça ne marche pas, il faut embarquer de l'argent public et de l'argent privé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Déjà, pourquoi de l'argent public ? Parce que on a une vision que cet argent public, il est catalytique. Donc, il y a des agences de développement dans la salle. Elles sont, là, pour prendre le risque de première perte. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fonds blended. Donc, elles permettent de gérer des risques idiosyncratiques qu'on embarque dans nos portefeuilles sur des PME ou sur des institutions de microfinance. Par ailleurs, le fait que ces institutions publiques viennent,
ça permet de justement financer cette réduction de prêts, de taux d'intérêt qu'on fait à l'institution financière en fonction de sa performance extra-financière. Et enfin, prendre ce risque de première perte par des institutions publiques, ça permet de rassurer, messieurs les investisseurs privés, qui peuvent se placer de façon plus sécurisée à un endroit de la structure du fonds sur lesquels on peut leur servir un rendement, certes modeste, mais en tout cas bien protégé par une tranche de première perte conséquente. Voilà. Alors, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup d'ingénierie financière. On part de problèmes réels sur le terrain. Et là, on rentre vraiment dans la construction d'une proposition qui permet à la fois d'engager avec les institutions de microfinance et les PME, donc en utilisant ces outils qui sont les KPI Link Loan, et aussi de satisfaire les besoins d'investisseurs. Et là, effectivement, je me tourne vers Tanguy, dont c'est le métier de parler à des investisseurs institutionnels en particulier. Et Tanguy, peux-tu nous dire pourquoi tu penses que ce projet peut attirer les investisseurs, en plus des agences de développement qui seront dans le tour de table? Je vois que Vincent a réussi à gagner son pari. Il a réussi à dire idiosyncratique dans sa réponse. Bravo Vincent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors je vais prendre deux casquettes. Là, une première casquette de membre du conseil d'administration de la Fondation. De fait, quand Véronique et Vincent sont venus la première fois nous présenter le projet, il m'a paru voué au succès parce qu'il était très simple. Cette intersection qu'il y avait entre l'enjeu de l'empowerment des femmes et la question de l'adaptation au changement climatique en faisait une sorte de produit chimiquement pur qui serait simple à expliquer. Donc la simplicité, quand on explique aux investisseurs, c'est clé. Le second élément, c'est que cette présentation avait le goût de l'aventure collective. De fait, Vincent, Maude, Camille, je ne pense pas que vous connaissiez beaucoup au départ, mais en tout cas, vous aviez envie de faire ce projet-là au départ. Et l'alliance de compétences historiques que la Fondation avait sur la microfinance et de votre connaissance du terrain, votre connaissance d'un pipeline de transactions potentielles qui ferait le bonheur des investisseurs potentiels, me paraissait aussi une des recettes du succès. Voilà pourquoi, avec ma casquette d'administrateur, ça va assez vite. En fait, on se dit, ce projet-là, il peut avoir un bel avenir. Et puis ensuite, j'ai mon autre casquette qui est celle de responsable de la finance durable chez Crédit Agricole CIB, dans la banque d'investissement du groupe. Et de fait, quand on travaille sur cette question de l'empowerment des femmes, on fait beaucoup de ce que tu racontes à l'instant, Vincent, c'est-à-dire des sustainability linked, des opérations dont le rendement, les conditions financières sont conditionnées à l'atteinte d'un objectif. Et ça arrive souvent qu'on réussisse, et on est d'ailleurs très heureux de le faire, à mettre des objectifs qui sont liés au nombre de femmes dans des positions de management dans des sociétés, ou de ce genre d'indicateurs très comptables, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est satisfaisant, mais on arrive assez rarement à avoir des produits qui investissent vraiment sur des projets qui sont portés par des femmes ou qui sont au bénéfice des femmes. On en a fait quelques-uns, mais c'est très rare. Et finalement, en avoir un comme ça, qui nous est présenté, avec cette casquette de responsable de la finance durable, je me disais, je ne vais pas être le seul à être séduit par cette opportunité, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et donc c'est aussi une des raisons qui m'a fait croire en ce projet. Très bien. Alors, je vais revenir sur un point qui a déjà été abordé par Vincent et puis avant ça par Véronique, qui est quand même la raréfaction des financements internationaux. Et donc, en fait, ça renforce encore plus la nécessité d'utiliser des techniques financières sophistiquées. Tanguy, tu en as parlé d'un certain nombre. Et peut-être on peut revenir un petit peu sur ce qui fait la caractéristique de ces techniques, en tout cas appliquées au fonds Women Empowerment for Climate. Donc déjà, c'est une proposition de Blended Finance. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Blended Finance, je vais peut-être laisser Camille expliquer en deux mots en quoi ça consiste et pourquoi c'est utile pour catalyser des investisseurs très différents en fait. Oui, alors je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit Vincent, mais alors en deux mots, la Blended Finance, c'est idiosyncratique, et ça, idiosyncratiquement, fait travailler ensemble des investisseurs publics et des investisseurs privés, les investisseurs publics ayant en règle générale la fonction de catalyser les investisseurs privés pour diminuer la perception du risque et pour aussi augmenter l'impact que peut avoir un fonds. Et donc nous, dans ce cadre-là, non seulement on veut écouter les femmes, mais on a écouté les investisseurs. Donc ceux parmi vous qui représentez les investisseurs, on vous a écouté. Ce qu'on a entendu, c'est déjà qu'il y a en fait des appétits de risque différents, des contraintes de liquidité différentes. En revanche, la même envie d'avoir de l'impact et de pouvoir reporter l'impact. Donc on a construit un produit qui est simple.
Ça, c'était important pour la lisibilité du risque que prenait chacun des types d'investisseurs. Donc il y a une tranche d'equity qui représente 40% du fonds. Cette tranche d'equity, elle est dédiée plutôt aux investisseurs publics et aux impact investors. Donc ça peut être des fonds d'impact, ça peut être aussi des fondations. Et cette tranche-là va absorber le risque du portefeuille, va aussi absorber les réductions de taux d'intérêt qui sont liées à l'impact, et malgré tout, délivrer un retour, parce qu'on vous a aussi entendu, vous voulez du retour. Après, on a du retour financier. Oui, pardon. Non. Et de l'autre côté, il y a une tranche de notes qui, elle, est plus dédiée aux investisseurs institutionnels et corporates et qui a le mérite donc d'être dérisquée par cette tranche d'equity, mais qui délivre des coupons réguliers, qui a une maturité régulière et donc qui a été en fait designé comme un outil de placement de trésorerie pour des corporates et des institutionnels. À côté de ça, comme je disais, le Blended Finance, ça accompagne l'impact et il faut donc avoir de la technical assistance. Et ça, je vais laisser Vincent en parler. Exactement. Et l'assistance technique, c'est vraiment au cœur de ce que fait la Fondation Grameen Crédit Agricole depuis très longtemps. Donc, c'est effectivement intéressant que tu nous dises, Vincent, comment tu vois cette assistance technique dans le cadre de ce projet Femmes et Climat? Oui. En fait, ce serait trop simple de n'avoir que 100 millions à lever. Mais en fait, il faut non seulement lever 100 millions, mais il faut aussi lever des millions d'euros pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement technique des clients que nous allons financer. Et donc, l'accompagnement technique, c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 ans chez Grameen Crédit Agricole. Les bailleurs de fonds sont souvent des agences de développement souveraines ou alors des fondations philanthropiques. C'est de la subvention totale. Et en fait, ça sert à, quand PAL, l'entreprise de Purvie, doit développer un nouveau produit de financement ou alors doit aller faire une étude de marché ou un sondage de clientes pour savoir si le nouveau produit de financement, le nouveau prêt, le produit de microassurance qu'elle veut développer est pertinent ou pas, ça c'est de l'argent, il faut engager des consultants en local, et donc c'est du temps, c'est de l'argent, et cette poche d'accompagnement technique sert à ça. Et donc nous, dans ce qu'on cherche à faire dans ce fonds, elle est centrale, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est pas rester dans le statu quo ou dans le business as usual, justement, ne pas tomber dans ce vertige de on ne sait pas quoi faire, donc on fait comme avant, mais justement, c'est d'être dans la transformation, et cette transformation, elle suppose de l'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement technique, l'assistance technique, mais pour ceux qui sont des bailleurs de fonds d'assistance technique dans la salle, il faut entendre que plus elle est agile, c'est-à-dire agile sur les besoins, il y a des besoins de mentoring de femmes à qui on dit il faut qu'elles accèdent à des postes de dirigeantes ou qu'elles intègrent des gouvernances. Le changement, ça ne s'invoque pas, ça s'accompagne. Quand on dit qu'il faut développer la représentation des femmes dans les équipes de développement de produits, on sait que dans les pays où on travaille, il y a des besoins de formation de ces femmes techniques, il y a peu de femmes ingénieurs, donc il faut les former, il faut les accompagner. Et donc il faut qu'on trouve cette agilité dans l'accompagnement technique qui n'existe pas encore. Donc c'est un combat qu'on va mener dans le cadre de ce fundraising, d'aller voir nos bailleurs de fonds habituels et de leur dire faites-nous confiance et faites confiance aux entrepreneurs locaux et en particulier aux entrepreneuses sur les besoins qu'elles doivent financer pour se transformer. Voilà, donc vous l'avez compris, problème réel, des challenges qui sont très importants, des solutions qui doivent être inventées, qu'on doit faire émerger grâce à l'assistance technique, grâce à la Blended Finance. Tous les moyens financiers sont bons. Et là, je repasse la parole à Tanguy pour justement qu'il nous explique comment des techniques sophistiquées d'ingénierie financière peuvent en fait accompagner ce projet qui, lui, est très réel. Alors, les principaux bailleurs vont être ceux que Vincent a énoncés, c'est-à-dire des investisseurs qui, dans chacune des tranches, comme on dit, proposées, ont retrouvé le couple de risque-rendement impact auquel ils veulent investir. Mais c'est sûr que ce produit, parce qu'il est, comme je le disais, un peu pur dans ce qu'il propose en thèse d'investissement, parce qu'il est aussi très proche de ce que le groupe veut porter comme engagement, on se dit aussi qu'il peut être l'opportunité de développer des techniques d'innovation financière qui permettent de faire de la blended finance, c'est-à-dire de mélanger des instruments financiers pour permettre à des investisseurs qui sont un peu éloignés de l'impact investment de mettre des petits tickets, en tout cas de rentrer petit à petit dans cet univers-là. Et donc on parle éventuellement de
mélanger cette opération avec des obligations qui feraient que l'investisseur ne prendrait pas de risque sur son principal, mais prendrait uniquement de risque sur les coupons, qui permettrait d'investir avec un capital garanti dans un produit avec un impact. Donc c'est une des approches qu'on est en train d'étudier. Il faut qu'on voit ensuite si les chiffres fonctionnent à la fin, enfin si ça reste pertinent d'un point de vue financier. Mais en tout cas, on peut imaginer de faire ce genre de choses. On a aussi là un fonds qui est très proche des valeurs du Crédit Agricole et qu'on peut donc présenter à des investisseurs avec lesquels on veut travailler depuis des années, notamment le Green Climate Fund, dont on est une entité accréditée et ça pourrait faire l'opportunité, par exemple, d'un investissement, quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre pour un certain nombre de raisons techniques, mais sur lesquelles on donne l'occasion de travailler. Mais il y a aussi d'autres idées sur lesquelles on pourrait travailler comme le temps avance et qu'on verra à quel point ce fonds soulève de l'intérêt chez ce type d'investisseurs. Et puis plus généralement, pour Crédit Agricole CIB, c'est vrai que c'est une opportunité d'ouvrir notre réseau de manière à ce que, si possible, on puisse vous aider à aller frapper aux bonnes portes. Et on t'en remercie, Tanguy. Le panel arrive à sa conclusion. Je voudrais juste repasser la parole à Purvi, en fait, pour quelques mots de conclusion. Thank you. I opened and I'm concluding. Okay, so, I'll pick up from where you left. The challenge is real, and it's not even at the doorstep. It is, I think, right there in our house. And we can see how it has already started impacting people, particularly the ones who are very vulnerable, who cannot afford to be in safe houses, a lot of money in their savings account. And I wanted to avoid quoting a lot of data, but one simple data point that I would still want to quote is, a recent study was conducted for countries like India, Nepal, and I think one more country in Southeast Asia. And it says that 1% or 1 degree increase in the temperature and the violence, the physical and the sexual violence goes up by about 7.5% to 8% in a country like India. So this is how directly the woman is on a receiving side. And all these weather events are likely to displace a lot of these women, and particularly girls, who will have to drop out of the schools. They will be married early, maybe for some money, for the security or safety reasons. And if we want to deal with this, the good news is that we have a lot of opportunities and a lot of solutions available. It is just a question of finding the right mechanism to put the right money for the right reasons and right causes. Something like something that will empower women so that they can economically be independent and they can contribute to the family, because typically in a country like India and a lot of neighboring countries, when women starts contributing economically, it also reduces the violence. She starts getting respect in the family. She's heard in the family. She's able to put in that extra money for the health and education of the family. So investing in the right opportunity and options, and thankfully a lot of solutions are available, would be the way forward. And we can't wait for somebody to come and help us. I think all of us in this room are very responsible, and we can contribute in our own way as to how we help these vulnerable communities, particularly women and the girl child, to face this reality much more stronger and get out in a much better shape. Thank you. Merci Purvi. Ben voilà, je crois que ça sera le mot de la fin pour ce panel, le right money for the right reasons. Et ça, c'est vraiment entre nos mains. Je repasse la parole à Véronique pour la suite de la conversation. Merci à tous. Merci Maude. Pour clore nos échanges, je suis très heureuse d'accueillir Aïssa Maïga qui va me rejoindre. Je vais me mettre là. Bonsoir. Merci vraiment infiniment d'être là, Aïssa. Alors Aïssa, nous vous connaissons tous en tant que comédienne. Vous avez à votre actif une filmographie déjà impressionnante, avec des films très diversifiés qui vont de drame à comédie, et donc un jeu d'acteurs extrêmement diversifié également. Et vous êtes également réalisatrice de 2 films, notamment un film qui s'appelle Regard Noir et qui traite de l'inclusivité sur les écrans en France, au Brésil et aux États-Unis. Et puis, bien sûr, et on va en parler,
le long métrage Marcher sur l'eau, qui traite du réchauffement climatique au Sahel, un lieu qui vous est évidemment un territoire très proche. Et la problématique de l'eau. Marcher sur l'eau a été primé dans la catégorie meilleur film documentaire au FESPACO en 2021 et a figuré en sélection officielle au Festival de Cannes en 2021 également. Merci vraiment infiniment d'être parmi nous. Et je vous propose peut-être de découvrir quelques images de ce magnifique documentaire. ko ina en juuyo wana on ba ilano re'i jiwe ma dilli latti leydi tan resi biya wala goɗɗum wala a yiggaki a waɗa ko inchallahu in mun samu ruwa yara mu za su yi lekkol kenan nde fusi ko hunde mo yara ndiyam joɗata ndurnu gonɗen kañum ma kiloji 10 woodi ɗo ɓe jahale ɗe dilleten en jiɓina ɓikkol meɗen ngala renoɓe mi warta wana mi yejjitan on mi andi wahala kad alduɓe on mi andi torraɗum ɗo alduɓe on est au-dessus de l'eau mais c'est tellement profond c'est pour cela là il faut un forage. Yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu shani sa. Donc har da ni wannan matsalar ta shahe mu duka. Matsalar mu ne mu duka mu. Mais on va marcher sur l'eau? Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Bon. Ouais, ça donne vraiment envie de le voir en entier. Aïssa, le documentaire part de l'histoire d'une famille dans un village, un documentaire à taille humaine et qui part souvent du regard des femmes et des filles d'ailleurs. Et j'aimerais savoir déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure que vous avez filmée? Alors d'abord, ce film, je ne voulais pas le réaliser parce que je ne voyais pas comment m'emparer de la question du réchauffement climatique en relation avec le manque d'eau, en étant pertinente. Donc au bout d'un moment, j'ai accepté parce que, comme vous le disiez, je suis originaire du Sahel. C'est une région qui est une région très chère pour moi, évidemment. Et j'ai eu le sentiment qu'en m'emparant du sujet, j'allais pouvoir donner à voir, au-delà de ces problématiques-là, quelque chose qui, moi, m'a construite, m'a toujours frappée dans les allers-retours que j'ai faits depuis l'enfance entre la France et le nord du Mali, notamment, c'est l'extraordinaire dignité des populations. Je voulais que ce film soit tout sauf misérabiliste, parce que les communautés, les personnes, même si elles traversent une existence qui est faite d'un challenge quotidien, elle déploie une force, une dignité, une fierté. Et je me suis dit que peut-être en mettant, en convoquant cela dans un film en même temps qu'en parlant de cette problématique, quelque chose pourrait se passer qui déplace le regard. Alors, je n'ai pas du tout répondu à la question. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est que la question n'était pas bonne. Si, elle était très bonne et je vais y répondre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le film. C'est qu'en me penchant sur les conditions de vie des Peul Wodaabe au nord du Niger, j'ai découvert une chose avant d'y aller qui m'a dévastée. C'est le fait que le changement climatique est directement responsable de l'explosion de la cellule familiale. On parle de populations qui sont traditionnellement nomades, qui ont depuis toujours, entre guillemets, vécu en familles élargies, en clans, au gré des transhumances. Et cette transhumance-là est devenue quasiment impossible du fait de la raréfaction de l'eau,
du fait des conflits que ça génère entre les populations. Et le résultat, c'est que les familles ne se déplacent plus de façon unie. Les pères partent, souvent seuls, avec leurs troupeaux. Et là où ils faisaient peut-être 100, 200 km auparavant, aujourd'hui, ils doivent parcourir peut-être 500 km. Donc, il n'est pas possible, dans des conditions qui sont devenues très dures, d'emmener leur famille. Les mères, ne pouvant plus subvenir aux besoins de leurs enfants, sont obligées de partir régulièrement dans des pays voisins, dans les capitales des pays voisins, pour pour gagner leur argent avec du petit commerce, avec de leur savoir-faire. Le résultat, c'est que les enfants sont laissés seuls pendant des longues semaines, voire de longs mois, et ce sont les petites filles ou les jeunes filles qui deviennent les chefs de famille. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais... Je ne l'avais pas envisagé du tout comme ça. Et donc, ce qui m'a frappée, et ça ne m'a pas étonnée, c'est encore une fois la dignité des personnes qui m'ont autorisé à les filmer. Et c'est également la condition de l'enfant qui devient régulièrement orphelin alors même qu'il a une famille en raison du réchauffement climatique. Et j'aimerais qu'on parle un peu des femmes, parce que vous avez vu, on en a beaucoup parlé depuis le début de la soirée. Et j'aimerais avoir votre regard à vous, Aïssa, sur ce qu'on a dit d'ailleurs tout au long de cette conférence, mais aussi tout au long de votre aventure dans ce documentaire. Quel regard vous avez, vous, sur justement le comportement des femmes, les besoins des femmes et des filles, et des petites filles en l'occurrence? Dans cette communauté, les enfants, jusque très récemment, n'allaient pas à l'école, du fait de leur mode de vie nomade. Les parents, les familles, aujourd'hui, sont vraiment déterminés à se sédentariser, mais pas uniquement pour des raisons de survie, mais également pour que leurs enfants, pour que leur progéniture aient la possibilité d'aller à l'école. Et le village où on était, c'est un village Peul, Wodabé comme d'autres, et tous les enfants, garçons et filles, sont scolarisés, mais très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le continent africain, en Asie ou ailleurs. Les petites filles quittent l'école, non pas parce qu'elles n'ont pas les capacités pour suivre le programme, l'enseignement, mais parce que les familles ont trop besoin d'elles, de se reposer sur elles, ou parce que certaines traditions aussi parfois entrent en ligne de compte. J'ai oublié la question, je ne veux pas mentir. J'étais en train d'essayer de gagner du temps, de retomber sur mes pattes comme un chat. Non, mais c'est tout à fait la réponse. Oui. En fait, c'est quoi le rôle particulier des femmes et des filles, et votre regard à vous? Absolument. Par rapport à ce qu'on a dit ce soir. Et la chose est que les enfants, dans leur ensemble, doivent participer aux besoins de la maison. Donc, j'ai pas constaté de différence notable dans le traitement des petites filles et des petits garçons par rapport à une tâche qui requiert d'ailleurs tous les membres de la famille, qui est aller chercher de l'eau. Donc les enfants, dans leur ensemble, sont souvent harassés par cette tâche-là. Et lorsqu'ils sont trop petits, ils sont un petit peu délaissés dans la maison, mais parce que quand la saison sèche arrive, l'eau se fait plus rare, on doit aller la chercher plus loin, ça prend plus de temps. Et la différence se fait vraiment au moment de l'adolescence, lorsque les petites filles sont mobilisées pour s'occuper de la maison, s'occuper d'aider les mamans à faire à manger, s'occuper des enfants. Et les petits garçons, eux, sont mobilisés également pour s'occuper du troupeau, mais on a besoin de moins de bergers qu'on a besoin de petites filles dans le foyer, je crois. Et ensuite, les femmes sont exposées, encore une fois en raison de leur transhumance solitaire, à différents dangers sur les routes. Évidemment, elles sont la proie des agressions sexuelles. Elles se font voler tout comme les hommes également. Et donc, leur niveau d'exposition est plus élevé que celui des hommes. Et dans ce documentaire, on voit à quel point l'accès à l'eau est vraiment critique. Oui. On a le même problème. Moi aussi, je suis frappée de rhume. Et donc, je disais que dans ce documentaire, je pense qu'Aïssa m'entend, quoi qu'il arrive, mais dans ce documentaire, on voit à quel point l'accès à l'eau est critique et vital. Sans eau, il n'y a pas de vie, tout simplement, il n'y a pas de bétail.
on ne peut pas se laver, enfin on le voit très bien dans ce documentaire, et c'est vraiment fort pour nous qui ne manquons pas d'eau finalement. Et donc je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez vu, vous, qu'on devrait faire? Quelles sont les solutions efficaces qu'on devrait promouvoir pour accompagner finalement ces peuples à trouver l'eau et à éviter de marcher si loin pour trouver de l'eau? Il y a des solutions. Alors il y en a une parmi d'autres qu'on a explorée dans le film, qui est la construction d'un forage. L'eau est là, elle est simplement très profondément enfouie dans le sol, et ça demande des moyens qui sont quand même assez importants. J'avoue qu'on a eu une expérience assez douloureuse du point de vue pour ce qui est de la recherche de financement. On est allé voir, alors on n'est pas venu voir le Crédit Agricole, ça a été, je pense, une très grande erreur, mais on est allé quand même voir un certain nombre de grandes sociétés qui étaient quand même sensibles, comment ne pas l'être, à notre démarche, mais qui avaient du mal à mettre la main au portefeuille, parce que, bon, certains nous ont expliqué que si on avait une démarche qui visait à soutenir des jeunes geeks dans les capitales africaines, et on sait qu'il n'en manque pas, qui avaient envie de monter des startups, là, l'argent aurait coulé à flot, si j'ose dire. Mais pour construire un puits, pour construire un forage, pour permettre à... On ne parle pas juste d'un village. Quand on fait un forage comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes par an sur tout un territoire qui vont pouvoir bénéficier d'un accès à l'eau et d'un accès à l'eau potable surtout. Mais ce n'était pas assez, je sais pas, assez glam, assez, ou alors on n'a pas su chercher, ce qui est possible aussi, parce que aller chercher de l'argent, soulever des fonds, c'est aussi un métier qui n'est pas le mien. Mais j'avoue que ça a été assez douloureux, et on était un peu dans une course contre la montre pour réunir les fonds suffisamment tôt pour que on puisse raconter cette histoire-là dans le film. Mais les forages, ce n'est pas les seules solutions. Il y a des solutions plus pérennes qui sont assez coûteuses à l'échelle d'un territoire comme celui-là, mais qui sont, pour de grandes sociétés financières qui ne sont vraiment pas inatteignables en termes de faisabilité et d'impact, qui consiste à transformer, à modeler le territoire. C'est ce qu'on appelle des demi-lunes, et ce sont des poches d'eau qu'on crée en façonnant la terre, et ça, c'est une solution qui est assez miraculeuse, entre guillemets, parce qu'en 3-4 ans, dans une région même très désertique comme celle-ci, on reverdit des territoires entiers. Voilà, il y a des solutions, elles existent. C'est notre conviction également. Et je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on devrait faire tout simplement à l'échelle internationale. Je vais vous livrer une conviction que j'ai moi. C'est que parfois, quand je parle autour de moi de Grameen, Crédit Agricole et de ce qu'on fait en Afrique, en Asie, je n'ai pas toujours le sentiment d'intéresser beaucoup, en fait. Parce que c'est loin et ça paraît un peu distancié, finalement, autour de nous. Et il y a une chose que vous avez dite dans une de vos interviews, je vous ai entendu, et vous avez dit, il ne faut pas oublier qu'un geste ici a des répercussions là-bas, et qu'un geste là-bas a des répercussions ici, d'une certaine manière. Et je voudrais vous entendre, en fait, sur ce que vous pensez qu'on devrait tous faire ici, à l'échelle internationale, ou nous-mêmes, dans nos vies. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est notre rôle particulier? Notre rôle en tant que citoyen consommateur, ce serait peut-être de boycotter. Je suis très mauvais élève, je tiens à le dire. Donc vraiment, je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, mais boycotter un certain nombre d'éléments qui régissent nos vies quotidiennes et qui, à l'autre bout de la chaîne, vont causer un enfer pour des enfants qu'on va forcer à aller dans des mines au péril de leur vie. Je pense que ça demande un tel courage politique, à la fois personnel et collectif, que ça ne se fera pas sans une grande dose de détermination. Et je pense que, sans rêver, mais je pense que le cinéma a aussi ce rôle-là. En tout cas, le monde artistique a la possibilité de participer à convoquer les consciences, à convoquer l'action politique. Et évidemment, ça ne suffit pas. Il faut un faisceau d'événements. Il faut parfois également des moments de tragédie totale pour que d'un seul coup les consciences se lèvent et qu'un changement de paradigme puisse... Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne sais pas. Voilà. Mais c'est rassurant. Voilà, j'ai pas du tout la prétention de savoir, mais je pense que
voilà, qu'en tout cas au niveau économique, à une échelle personnelle et collective, on a la possibilité d'agir. Non, c'est très rassurant, au contraire de ne pas savoir. Mais ce qui m'avait frappé, c'est cette notion de destin lié, en fait. Il n'y a pas ici et là-bas, là-bas et ici. On est tous liés, finalement, dans cette même humanité. Et je voulais vous en remercier parce que ce film est extrêmement éblouissant d'humanité, justement. Est-ce que vous travaillez sur autre chose en ce moment? On peut avoir quelques petites infos, quelques petites actus. J'ai le plaisir de vous dire que j'ai un film qui sera à Cannes cette année, un film qui me tient énormément à cœur, qui est d'une réalisatrice tunisienne qui s'appelle Erige Seiri. Et le film s'appelle Promis le ciel, et il parle d'une communauté ouest-africaine en Tunisie. Pour ceux qui ont suivi l'actualité absolument dramatique, voilà, le sort réservé aux populations subsahariennes, comme on les appelle, en Tunisie, voilà, on sait que c'est un vrai sujet qui a rarement été traité. Et je pense, le film, je ne l'ai pas encore vu, je le vois la semaine prochaine, donc je m'avance un petit peu, mais je pense qu'il a été traité avec beaucoup d'humanité et avec un sens esthétique et cinématographique très, très fort. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Le titre est facile à retenir, Promis le ciel. Et voilà, ce sera cette année sur vos écrans. Merci beaucoup, Aïssa. Merci. Et merci à vous tous. On arrive à la fin de cette soirée. Merci d'avoir été patient, d'avoir attendu jusqu'au bout. Et c'était un vrai bonheur de vous avoir tous. Et je vous invite au cocktail, si vous avez encore un peu le temps, et à continuer le partage avec nous et avec vous. Merci, bonne soirée.